Et bonjour à toutes et à tous, installez-vous, on va vous amener à travers un voyage complet au cœur de l'actualité japonaise. Ça s'est passé au Japon, alors on en parle dans l'actu de Japanorama. Dans la revue de presse aujourd'hui, une affaire met en lumière un aspect très sombre de l'intelligence artificielle. À Tokyo, la police a arrêté un homme de 31 ans accusé d'avoir utilisé l'IA générative pour créer de fausses images sexuelles de célébrités japonaises avant de les diffuser et de les vendre en ligne. Il ne s'agissait pas de quelques montages isolés, mais d'un système bien rodé. À partir de photos publiques de près de 300 célébrités, principalement des chanteuses et des idoles, il aurait produit plus de 500 000 images truquées. Ces contenus étaient proposés sur un site privé accessible contre paiement, avec même des créations sur mesure pour les clients prêts à payer davantage. Au total, il aurait gagné environ 11 millions de yens. Ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'ampleur des chiffres, mais ce qu'elle révèle sur notre époque. L'intelligence artificielle n'a pas inventé la pornographie ni le voyeurisme, mais elle a rendu ce type de détournement beaucoup plus simple, plus rapide et surtout beaucoup plus massif. Aujourd'hui, quelques clics suffisent pour transformer une image ordinaire en contenu sexuel sans le consentement de la personne concernée. Et le problème dépasse largement le cas des célébrités. Au Japon, plusieurs affaires récentes montrent que des personnes ordinaires sont aussi visées. Des collègues de travail, des élèves ou des femmes dont la seule faute est d'avoir été photographiées ou filmées dans un cadre banal. Dans une société où la confiance et le respect de l'image occupent une place importante, l'impact psychologique est énorme. Face à cette multiplication des images truquées, le gouvernement japonais commence à réagir. Il a récemment demandé à la plateforme X de prendre des mesures contre l'utilisation de son intelligence artificielle pour modifier et sexualiser des photos de personnes réelles. Car ces contenus circulent à grande vitesse et touchent potentiellement des millions d'utilisateurs, bien plus vite que ne peuvent évoluer les lois. Cette affaire pose donc une question centrale. Comment protéger les individus à l'ère de l'IA générative quand la technologie progresse plus vite que les règles ? Cette semaine, la justice s'apprête à trancher dans l'un des dossiers les plus lourds de l'histoire contemporaine du pays. Mercredi, un tribunal japonais rendra son verdict dans l'affaire de l'assassinat de Shinzo Abe, ancien Premier ministre et figure politique majeure, tué en pleine rue en 2022. Le nom de l'accusé, tout le monde le connaît désormais. Tetsuya Yamagami, 45 ans. C'est lui qui a tiré avec une arme artisanale lors d'un discours de campagne à Nara. Il a reconnu les faits. Le procès ne porte donc plus sur la culpabilité, mais sur la peine. Et là, l'écart est immense. Le parquet réclame la réclusion à perpétuité. La défense, elle, demande une peine bien plus légère, plafonnée à 20 ans. Pour les procureurs, l'affaire est claire. Tuer un ancien Premier ministre en public, en plein discours électoral, c'est un crime sans précédent dans le Japon d'après-guerre. Un acte qui a choqué le pays, mais aussi le monde entier dans une société réputée pour son extrême sécurité. Il rappelle que Yamagami était un adulte, pleinement conscient de ses actes, capable de distinguer le bien du mal et que ses motivations personnelles ne peuvent justifier un assassinat politique. Mais la défense raconte une histoire qui a profondément marqué l'opinion japonaise. Yamagami explique avoir grandi dans une famille ruinée par les dons de sa mère à l'église de l'unification. Des dons massifs, agressivement sollicités qui auraient atteint l'équivalent de plus de 600 000 $. Une spirale financière qui aurait détruit sa famille, son enfance et sa trajectoire de vie. Dans son esprit, Shinzo Abe n'était pas une cible choisie au hasard. Il le voyait comme un symbole, comme un homme au cœur des liens politiques entre l'église de l'unification et le pouvoir japonais. Il a dit lui-même devant la cour, frapper Abe, c'était pour lui frapper l'institution qui tenait pour responsable de sa souffrance. Une logique glaçante mais assumée. Et c'est là que cette affaire dépasse très largement le cadre judiciaire. Car depuis l'assassinat, le Japon a ouvert les yeux sur un sujet longtemps évité, les pratiques de certaines organisations religieuses et leurs liens avec la sphère politique. L'enquête gouvernementale qui a suivi a mis en lumière des méthodes de collecte de dons abusives, ciblant des familles entières, parfois sur plusieurs générations. Résultat historique, l'Église de l'unification a été privée de son statut religieux et de ses avantages fiscaux. Le choc a aussi été social. On a commencé à parler publiquement des enfants de fidèles, les fameux seconde génération, grandissant dans des foyers marqués par l'endettement, la pression morale et l'isolement. Un sujet tabou pendant des décennies, désormais au cœur du débat public. Sur le plan politique, les retombées ont été tout aussi fortes. De nombreux élus du Parti libéral-démocrate ont vu leurs liens avec l'Église examinés à la loupe. Soutiens électoraux, participation à des événements et des zones grises. La confiance a été ébranlée. Alors, au moment où la justice s'apprête à rendre son verdict, une question plane au-dessus de la salle d'audience. Comment juger un acte absolument inacceptable tout en reconnaissant les failles profondes du système qui l'entoure ? Jusqu'où la justice peut-elle prendre en compte un parcours de vie marqué par l'emprise et la manipulation ? Quelle que soit la peine prononcée, ce procès restera comme un tournant, non seulement parce qu'il concerne la mort d'un ancien Premier ministre, mais parce qu'il a forcé le Japon à regarder en face des dysfonctionnements longtemps ignorés.
La série Yakuza du studio Ryuga Gotoku a fêté ses 20 ans fin 2025. 20 ans passés à arpenter Kamurocho, à suivre des destins cabossés, des hommes fatigués, violents parfois, mais profondément humains. Et si la licence continue de toucher autant de joueurs, ce n'est pas seulement pour ses coups de poing ou ses intrigues criminelles, c'est surtout grâce à ses personnages. Et ça, Masayoshi Yokoyama, le patron du studio Ryuga Gotoku, le sait mieux que personne. Dans une longue interview, Yokoyama revient sur sa vision de la création de personnages, et sa réponse est presque à contre-courant de ce qu'on entend habituellement. Ce qui rend un personnage attachant, ce ne sont pas les grands discours ou les scènes spectaculaires, ce sont les histoires anodines, les moments inutiles, les détails du quotidien. Pour Yokoyama, le cœur de Yakuza, c'est une certaine idée de l'âge adulte, une image qui a presque disparu aujourd'hui. Lui, il a grandi avec des séries où les adultes étaient charismatiques, imparfaits, parfois moralement discutables mais fascinants. Des hommes compétents, sûrs d'eux, qui savaient profiter de la vie. Et quand il crée des personnages comme Kiryu Kazuma, il ne cherche pas à les rendre modernes à tout prix. Au contraire, Kiryu est presque désuet. Un homme droit, silencieux, prêt à se sacrifier pour les autres, comme un samouraï perdu dans le Japon contemporain. Mais Kiryu n'aurait jamais survécu 20 ans comme ça. Yokoyama l'explique très clairement. Un personnage trop rigide, trop héroïque devient vite froid. Alors, au fil des épisodes, Kiryu s'est fissuré. Il a commencé à parler d'éducation, de famille, de responsabilité. Il s'est mis à chanter au karaoké, à manger dans des petits restos, à s'attacher à des choses simples. Pas parce que c'était prévu dès le départ, mais parce que ces couches se sont ajoutées naturellement comme dans la vraie vie. Et c'est là que Yokoyama lâche une phrase clé. Créer un personnage attachant est plus difficile qu'écrire une bonne histoire. Parce qu'il faut accepter d'ajouter des scènes inutiles, des dialogues qui ne font pas avancer l'intrigue, des repas, des conversations banales, des goûts alimentaires, des petites manies. Dans Yakuza, manger, ce n'est jamais anodin. La façon dont un personnage commande, mange, boit, se comporte à table dit souvent plus sur lui que n'importe quel monologue dramatique. C'est aussi pour ça que les antagonistes de la série sont si mémorables. Yokoyama explique que puisque leur fin est souvent scellée dès le départ, il peut se permettre de les rendre excessifs, cruels ou flamboyants. Leur mort programmée leur donne paradoxalement plus de liberté narrative, et souvent les joueurs se surprennent à regretter leur disparition. Preuve que le pari fonctionne. Autre point intéressant, Yokoyama ne crée jamais un personnage en se disant qu'il sera populaire. Il crée chaque épisode comme si c'était le dernier, même aujourd'hui. Il ne sait pas ce qu'il adviendra d'Ichiban Kasuga, et il ne cherche pas à en faire un icône absolu. D'ailleurs, Kasuga est très aimé, mais ses produits dérivés se vendent moins. Parce que Kasuga, ce n'est pas un idéal, c'est un type sympa, un pote, pas une figure d'admiration. Et ce décalage est totalement assumé. Enfin, il y a Kiryu aujourd'hui, quinquagénaire, malade, fatigué, mais toujours debout. Yokoyama raconte que Kiryu devait mourir, c'était prévu. Et puis la réalité l'a rattrapé. La maladie de sa propre mère, son combat, sa dignité. Alors il a changé d'avis. Kiryu n'allait pas fuir la maladie, il allait l'affronter. Parce que c'est ça au fond le cœur de Yakuza. Montrer des hommes qui encaissent, qui tombent, mais qui continuent d'avancer. Et peut-être que le vrai secret de la série est là. Yakuza ne raconte pas des histoires de Yakuza. Il raconte ce que ça veut dire d'être adulte, vieillir, porter ses choix, et trouver malgré tout un peu d'humanité dans les détails les plus insignifiants. Et voilà qui conclut notre actualité pour ce mercredi 21 janvier de 2026. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast. N'oubliez pas, on se retrouve du lundi au vendredi et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky, Instagram et TikTok. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.